Bonsoir et bienvenue dans un nouveau voyage à travers les corridors du temps. Ce soir, nous quittons les villages tranquilles pour nous élever vers les hauteurs majestueuses de la Provence médiévale, là où se dresse le château de Roqueperdrix. Forteresse orgueilleuse qui veille sur les vallées dorées depuis plus de 3 siècles. Si ces histoires vous apportent la paix et vous aident à trouver le sommeil, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est. Chez vous, il y a quelque chose de magique à savoir que nous partageons ces moments de sérénité, dispersés aux 4 coins du monde, bercés par les mêmes récits d'autrefois. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous transporter dans cette Provence du XIVe siècle, où le Mistral chante entre les créneaux et où l'histoire s'écrit à l'ombre des tours de pierre. Nous sommes en l'an de grâce 1348, et le soleil de Provence se lève lentement sur les remparts du château de Roqueperdrix. Perché sur son éperon rocheux, dominant la vallée de la Durance. Ce château n'est pas seulement une forteresse. C'est un monde en miniature où vivent près de 200 âmes, des nobles aux plus humbles. Serviteurs, chacun a sa place dans cette société parfaitement ordonnée qui reproduit, entre ces murs de pierre, l'harmonie du royaume de France. Messire Bertrand de Roqueperdrix, seigneur des lieux, s'éveille dans sa chambre haute de la tour maîtresse. À 45 ans, ce chevalier au visage buriné par les campagnes militaires porte encore fièrement les couleurs de la fleur de lys. Ses cheveux grisonnants témoignent de 20 années passées au service du roi dans les guerres de Flandre et d'Aquitaine. Mais depuis 5 ans qu'il a hérité du château de son père, il a trouvé dans la gestion de ses terres une satisfaction différente, plus profonde peut-être que celle des combats. Sa chambre, tendue de tapisseries représentant les exploits de Charlemagne, s'ouvre sur une fenêtre à meneaux d'où le regard porte jusqu'aux Alpes lointaines. Un brasero diffuse une chaleur douce dans la pièce, car même en Provence, les matins de février gardent leur fraîcheur. Messire Bertrand se lève lentement, s'agenouille devant le crucifix d'ivoire qui orne sa table de chevet, et commence sa journée par une prière silencieuse. Car un seigneur chrétien ne saurait entreprendre quoi que ce soit sans avoir d'abord rendu grâce à Dieu. Pendant ce temps, dans la chambre voisine, Dame Isabelle de Roqueperdrix, son épouse, termine sa toilette matinale. Cette femme de 38 ans, originaire de la noble maison de Beau, incarne toute la grâce et la distinction de l'aristocratie provençale. Ses cheveux châtains, qu'elle natte avec l'aide de sa chambrière, encadrent un visage fait où brillent des yeux d'un bleu profond comme les eaux de la Méditerranée. Vêtue d'un surcot de soie bleu brodé de fils d'or, elle porte au cou un collier de perles, dot de sa famille, et à ses doigts les anneaux qui marquent son rang. Dame Isabelle n'est pas seulement l'épouse du Seigneur, elle est la véritable intendante du château. C'est elle qui veille à l'approvisionnement des cuisines, qui supervise le travail des servantes, qui reçoit les épouses des vassaux et qui, surtout, éduque ses 3 enfants selon les principes de la courtoisie et de la foi chrétienne. Son autorité s'étend sur tout ce qui concerne la vie domestique du château, et sa sagesse est réputée dans toute la région. Leurs enfants dorment encore dans leurs chambres respectives. Alix, l'aîné, a 15 ans et commence à attirer les regards des jeunes seigneurs du voisinage. C'est une beauté accomplie, qui a hérité des yeux bleus de sa mère et de la prestance de son père. Elle passe ses journées à apprendre l'art de la broderie, à étudier les romans courtois et à perfectionner son jeu de harpe, car une demoiselle de noble naissance doit savoir charmer une cour par ses talents artistiques autant que par sa beauté. Hugues, le fils aîné, n'a que 13 ans, mais il montre déjà toutes les qualités d'un futur chevalier, grand pour son âge, adroit à l'épée comme à cheval. Il passe le plus clair de son temps à s'exercer dans la cour d'honneur sous l'œil vigilant de Messire Gérard, le maître d'armes du château, car l'art de la guerre s'apprend dès l'enfance. Et un fils de seigneur doit être prêt à défendre ses terres et son roi dès l'âge de 16 ans. Petit Pierre, le benjamin, n'a que 8 ans, mais il manifeste déjà un goût prononcé pour les lettres et les livres. Dame Isabelle songea l'envoyer étudier chez les moines de l'abbaye de Montmajour, car l'église offre de belles carrières aux cadets de nobles familles. En attendant, c'est le chapelain du château d'Amansum qui lui enseigne le latin et des rudiments de la théologie dans la cour d'honneur. L'activité bat déjà son plein. Les palefreniers sortent les chevaux des écuries pour les mener boire à l'abreuvoir creusé dans le roc. Ces destriers et palefrois, soigneusement sélectionnés, constituent l'une des richesses du château, car un seigneur se juge à la qualité de ses montures. Et Messire Bertrand possède quelques-uns des plus beaux chevaux de Provence. Maître Arnaud, l'écuyer tranchant, supervise le déchargement d'un chariot de vivres arrivés de l'une des métairies du domaine.
Sacs de blé, jarres d'huile d'olive, fromage de chèvre, jambon fumé, tout est pesé, compté. Enregistré avant d'être entreposé dans les réserves du château, car l'intendance est l'art le plus important de la vie castrale, il faut prévoir les besoins de tous les habitants. Calculer les réserves pour l'hiver. Gérer les surplus que l'on peut vendre aux marchands. Les servantes vont et viennent entre la cuisine et la grande salle, préparant les tables pour le repas matinal. Nappe de lin blanc, écuelle d'étain, gobelet de terre cuite, couteau à manche de corne. Tout doit être disposé selon un ordre strict qui reflète la hiérarchie du château, car même les repas sont des cérémonies où chacun doit connaître sa place et respecter celle des autres, dans les cuisines situées dans une tour séparée pour éviter les risques d'incendie. Maître Foulque dirige une équipe de 8 personnes. Cet homme robuste aux bras musclés par 20 années de service connaît tous les secrets de la cuisine provençale. Il sait accommoder l'agneau aux herbes de la garrigue, préparer la bourride aux poissons de l'étang de Berre, confire les fruits dans le miel des ruches du domaine, mais surtout, il sait adapter ses menus aux saisons, aux jours maigres et aux fêtes du calendrier liturgique. Ce matin, il prépare un repas simple mais substantiel, bouillie d'avoine au lait de chèvre pour les enfants, pain bis et fromage frais pour les serviteurs, pain blanc et miel pour les maîtres, car l'alimentation médiévale suit des règles précises qui marquent les différences sociales tout en respectant les prescriptions de l'Église. La chapelle du château, dédiée à Saint Michel Archange, s'emplit doucement des gens du château venus entendre la messe matinale. Dom Anselme, le chapelain, revêt ses ornements liturgiques avec cette lenteur solennelle qui convient à l'office divin. 7. Homme de 50 ans, ancien moine de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, a trouvé dans sa charge de chapelain une mission qui le comble, dire la messe quotidiennement, confesser les pécheurs, baptiser les enfants, marier les jeunes gens, accompagner les mourants dans leur dernier voyage. L'église castrale n'est pas très grande, mais elle est d'une beauté saisissante. Ses murs sont ornés de fresques représentant la vie du Christ et des saints, peintes par un artiste venu d'Avignon du temps du pape Clément VI. La lumière filtre à travers des verrières colorées qui projettent sur les dalles des reflets bleus et dorés. L'autel de marbre blanc, surmonté d'un retable sculpté, abrite une précieuse relique, un fragment de la vraie croix rapportée de Terre Sainte par le grand-père de Messire Bertrand. Dans la nef, les fidèles se rangent selon leurs conditions, les seigneurs au premier rang. Sur des stalles de chêne sculptés, les écuyers et les dames de compagnie derrière eux, les serviteurs et les hommes d'armes au fond de l'église. Car même en la maison de Dieu, l'ordre social doit être respecté, chacun priant selon son état et ses mérites. Dom Anselme commence l'office par les versets d'introduction, repris en chor par l'assemblée. Sa voix grave et mélodieuse emplit la chapelle, portant vers les voûtes les paroles séculaires qui ont résonné dans 1000 églises avant celle-ci. Messire Bertrand suit la messe avec une dévotion sincère, car il sait que sa puissance temporelle ne vaut rien sans la grâce divine. Dame Isabelle prie pour ses enfants, pour son époux, pour tous ceux qui dépendent de leur protection. Elle demande à la Vierge Marie, qu'elle vénère particulièrement, de bénir sa maison et d'écarter les malheurs de la guerre, car en cette année 1348, les nouvelles qui arrivent de France ne sont guère rassurantes. Le roi Philippe V combat toujours les Anglais et l'on parle de peste noire qui ravage les villes du Nord. Après la messe, la famille seigneuriale se retire dans ses appartements pour le premier repas de la journée, dans la chambre haute de la tour maîtresse, transformée en salle à manger privée. On a dressé une table couverte d'une nappe brodée. Les enfants prennent place sur des escabeaux, les parents sur des chaises à dossiers sculptés. Le service est assuré par un page, fils d'un vassal de Messire Bertrand, qui apprend ainsi les usages de la courtoisie. Le repas est simple mais raffiné, pain blanc, miel de lavande, fromage de chèvre aux herbes, fruits confits dans le sucre de canne rapporté des foires de Montpellier. On boit un vin clairé, produit sur les coteaux du domaine, coupé d'eau pour les enfants. La conversation porte sur les nouvelles du jour. Un marchand d'Arles a demandé à traverser les terres du château avec sa caravane. Il faudra fixer le montant du péage. Un paysan du village voisin réclame justice, ses poules ont été volées. Et il soupçonne son voisin, car un seigneur n'est pas seulement un guerrier, c'est aussi un juge, un administrateur, un protecteur. Ces terres ne sont pas qu'un domaine à exploiter. C'est une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Chaque décision qu'il prend engage non seulement sa fortune, mais son honneur et son salut éternel. Messire Bertrand écoute les doléances de son intendant, maître Guillaume, qui gère au quotidien les affaires du domaine. Cet homme de confiance, fils de bourgeois d'Aix, a étudié le droit à l'université de Montpellier avant d'entrer au service des Roques Perdrix. Il
connaît par cœur les coutumes locales, les droits seigneuriaux, les obligations des vassaux. Sa mémoire est une bibliothèque vivante où s'inscrivent tous les actes, tous les contrats, toutes les décisions qui font la vie du château. Aujourd'hui, Maître Guillaume présente les comptes de la semaine, les revenus des péages, les redevances des métairies, le produit des amendes judiciaires, les frais d'entretien du château, car contrairement à ce que l'on imagine souvent, la vie seigneuriale demande une gestion rigoureuse. Il faut équilibrer les recettes et les dépenses, prévoir les investissements, constituer des réserves pour les mauvaises années. Le domaine de Roqueperdrix s'étend sur plusieurs lieues carrées. Il comprend le château lui-même, 3 villages avec leurs églises, 12 métairies, 2 moulins sur la rivière, une forge, des vignobles, des champs de blé et d'orge, des pâturages pour les moutons et les chèvres. Près de 800 personnes vivent sous la protection du Seigneur et travaillent pour lui, moyennant des redevances en nature ou en argent. Cette économie domaniale, héritée des temps carolingiens, assure l'autosuffisance du château. Tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne se produit sur place, le blé des champs donne le pain, les vignes fournissent le vin, les troupeaux procurent la viande et le lait, les jardins potagers apportent les légumes, les ruches donnent le miel qui remplace le sucre, seuls quelques produits de luxe viennent de l'extérieur, les épices orientales, les soieries italiennes, les armes damasquinées, les livres enluminés. Dans la cour d'honneur, l'entraînement militaire bat son plein sous la direction de Messire Gérard, le maître d'armes, cet ancien routier, qui a combattu en Italie dans les compagnies du connétable de Bourbon, enseigne l'art de la guerre aux hommes du château, écuyers, sergents d'armes, archers. Tous doivent maintenir leurs conditions physiques et perfectionner leur technique de combat, car un château médiéval n'est pas seulement une résidence, c'est d'abord une forteresse. Ses murs haies de 3 mètres, ses tours rondes coiffées de créneaux. Sa position sur un éperon rocheux en font une place imprenable pour les moyens de l'époque. Mais cette force défensive ne vaut que par la valeur de ceux qui la défendent. Il faut des hommes entraînés, disciplinés, fidèles, prêts à mourir pour leur seigneur. L'armement du château comprend une vingtaine d'arbalètes de guerre, des piques, des épées, des masses d'armes, des casques et des auberts de mailles. Dans la tour de l'arsenal, Maître Bertrand conserve précieusement son équipement de chevalier, la cotte de mailles héritée de son père, le haut à visière, l'épée bénite le jour de son adoubement, les éperons dorés symbole de sa condition, car un chevalier sans ses armes n'est plus un chevalier. Hugues, le fils aîné, s'exerce au maniement de l'épée sous l'œil attentif de Messire Gérard. À 13 ans, il manie déjà l'arme avec une dextérité qui promet. Mais l'art de la guerre ne se limite pas au combat singulier. Il faut apprendre la tactique, l'art de commander, la connaissance du terrain, l'usage des machines de guerre. Hugues étudie les chroniques militaires, écoute les récits des vétérans, observe les cartes du domaine. Dans 3 ans, il recevra l'accolade qui fera de lui un chevalier. En attendant, il sert comme page auprès de son père, apprenant ainsi les devoirs de sa condition. Car la chevalerie n'est pas seulement un métier des armes. C'était un idéal de vie qui unit la bravoure militaire et la courtoisie, la fidélité au suzerain et la protection des faibles, l'amour de la gloire terrestre et l'espoir du salut éternel. Alix, sa sœur, observe parfois les exercices militaires depuis les fenêtres de la tour, mais son éducation suit d'autres voies. Dame Isabelle lui enseigne l'art de la broderie, la lecture des romans courtois, le jeu de la harpe et du luth. Car une demoiselle de noble naissance doit savoir tenir son rang dans la société raffinée des châteaux. Elle doit pouvoir converser avec esprit, divertir ses hôtes par ses talents artistiques, et surtout incarner cet idéal de beauté et de grâce qui inspire les poètes et les troubadours. Cette éducation féminine peut paraître superficielle, mais elle répond aux nécessités de l'époque. Une fille de seigneur épousera un jour un homme de son rang, et elle devra savoir diriger la maisonnée de son époux, recevoir les invités de marque, représenter dignement sa famille dans les cérémonies officielles. La beauté et l'esprit sont ses armes, comme l'épée et le cheval sont celles de son frère. La matinée s'avance, et il est temps pour Messire Bertrand de tenir audience dans la grande salle du château. Cette pièce immense, longue de 15 mètres et large de 8, occupe tout le premier étage de la tour maîtresse. Ses murs sont tendus de tapisseries, représentant les exploits d'Alexandre le Grand, et sa voûte en berceau brisé retombe sur des colonnes à chapiteaux sculptés. À l'une des extrémités, une immense cheminée permet de chauffer la salle pendant l'hiver. À l'autre bout, une estrade supporte le fauteuil seigneurial où Messire Bertrand rend la justice. Car c'est ici que se déroulent tous les actes solennels de la vie castrale, les audiences judiciaires, les cérémonies d'hommage, les banquets d'apparat, les réceptions d'ambassadeurs. Cette salle est le cœur politique du château.
l'endroit où s'exerce concrètement le pouvoir seigneurial. Ces murs ont vu défiler des générations de vassaux, d'hommes de loi, de marchands, de pèlerins, tous venus chercher justice, protection ou simple hospitalité. Ce matin, plusieurs affaires attendent le jugement du Seigneur. Un paysan de Mazargues accuse son voisin d'avoir détourné un cours d'eau au détriment de son moulin. Deux frères se disputent l'héritage de leur père, mort sans testament. Un marchand d'Italien réclame le remboursement d'une dette contractée par un bourgeois d'Aix. Autant de problèmes concrets qui demandent des solutions rapides et équitables. Messire Bertrand écoute chaque plaignant avec attention, consulte son bailli sur les points de droit, interroge les témoins, car rendre la justice est le premier devoir d'un seigneur. Celui qui légitime tous ses autres pouvoirs, un mauvais juge perd vite le respect de ses vassaux, et la protection de Dieu. Un bon juge, au contraire, assure la paix de ses terres et la prospérité de ses gens. L'après-midi s'installe doucement sur le château de Roqueperdrix, apportant avec elle cette lumière dorée si particulière à la Provence, qui caresse les pierres chaudes des remparts et fait danser les ombres dans la cour d'honneur. Les audiences matinales terminées, Messire Bertrand a rendu sa justice avec la sagesse d'un roi Salomon. Et maintenant, le château reprend son rythme paisible de grande demeure seigneuriale, dans les appartements de Dame Isabelle. L'heure est à la broderie et à la conversation raffinée. La dame du château s'est installée près de la fenêtre qui donne sur les jardins. Entourée de ses dames de compagnie et de sa fille Alix, elles travaillent ensemble à une tenture, destinée à orner la chapelle et l'annonciation aux couleurs éclatantes, où l'ange Gabriel tend son lys vers une vierge au visage de porcelaine. Les fils d'or et de soie s'entremêlent sous leurs doigts habiles, créant peu à peu cette œuvre d'art qui témoignera pendant des siècles de leur piété et de leur talent. Dame Marguerite de Beau, cousine d'Isabelle et veuve du seigneur de Tarascon, a pris ses quartiers au château pour quelques semaines. Cette femme de 45 ans, d'une beauté encore frappante malgré les années, apporte avec elle toute l'élégance de la cour pontificale d'Avignon. Elle raconte les dernières nouvelles de la ville sainte, les fêtes données par sa sainteté Clément, VI, les ambassades venues de toute la chrétienté, les artistes italiens qui décorent le palais papal de fresques merveilleuses. Ces récits enchantent Alix, qui rêve de connaître un jour cette vie de cour raffinée. Dame Marguerite lui enseigne les dernières modes venues d'Italie, la façon de porter le voile, l'art de se parfumer avec des essences de rose et de jasmin, les pas de danse que l'on pratique dans les palais, car une demoiselle de noble naissance doit savoir s'adapter aux usages de son temps. Et les modes d'Avignon font autorité dans toute l'Europe, mais Dame Isabelle veille à ce que ça. Puis n'oublie pas les vertus essentielles. Entre deux leçons de maintien, elle lui fait lire des passages de la légende dorée de Jacques de Voragine, qui raconte la vie des saints. Elle lui explique que la vraie beauté vient de l'âme, que la noblesse du cœur vaut plus que celle du sang, que la charité chrétienne doit guider tous les gestes d'une dame de qualité. Dans la chambre voisine, Petit Pierre récite ses leçons de latin sous la férule de Domanson. Ce garçon de 8 ans montre des dispositions remarquables pour les lettres, il déchiffre déjà couramment les textes sacrés, connaît par cœur de longs passages des évangiles, et commence à comprendre les subtilités de la grammaire latine. Domanson, qui fut un brillant théologien avant de devenir chapelain de château, prend un plaisir évident à former cette jeune intelligence. L'éducation de Pierre ne se limite pas aux lettres. Domanson lui enseigne aussi l'arithmétique, indispensable pour la gestion d'un domaine, la géographie, nécessaire pour comprendre le monde et même les rudiments de l'astronomie. Cette science qui permet de calculer les fêtes religieuses et de prévoir les saisons, car un clerc du XIVe siècle doit posséder une culture universelle, être capable de discuter aussi bien de théologie que de médecine, de droit canon que de philosophie naturelle. Dans la bibliothèque du château, aménagée dans une tour ronde, s'alignent près de 60 volumes. Richesse considérable pour l'époque. On y trouve les livres indispensables à l'éducation d'Anne noble, les saintes écritures, les œuvres des pères de l'Église, les chroniques royales, les romans de chevalerie, les traités de médecine et de vétérinaire, les livres de contes et de coutumes, chaque volume copié à la main sur parchemin enluminé de miniatures précieuses, reliés de cuir et ornés de fermoirs de bronze, représente une fortune. Messire Bertrand possède notamment un exemplaire du roman de la Rose, ce chef-d'œuvre de la littérature courtoise qui fait les délices des cours seigneuriales. Il s'agit d'un manuscrit magnifique, orné de 150 miniatures qui illustrent les aventures de l'amant en quête de sa rose. Ce livre, qui lui a coûté l'équivalent de 20 chevaux de guerre, témoigne de son goût pour les lettres et de sa volonté d'égaler en magnificence les plus grands seigneurs du royaume. Mais la bibliothèque contient aussi des ouvrages plus pratiques, un traité sur l'art de la guerre,
et créé par Végès un manuel de fauconnerie composé par l'empereur Frédéric II. Un livre de recettes culinaires copié dans les cuisines du roi de France. Un herbier décrivant les vertus médicinales des plantes de Provence, car un seigneur du XIVe siècle doit être un homme complet, capable de commander à la guerre comme en temps de paix, de gérer un domaine comme de recevoir des ambassadeurs dans les cuisines du château. Maître Foulques prépare le repas de midi avec l'aide de ses marmitons. Aujourd'hui, menu de choix, le château reçoit Messire Raymond de Toulouse, seigneur voisin venu négocier un mariage entre sa fille et Hugues de Roqueperdrix. Il faut donc sortir la vaisselle d'appareil et composer un menu digne de l'occasion, au centre de la table. Trônera un paon rôti dans ses plumes, spécialité que Maître Foulques réussit à merveille. L'oiseau est d'abord déplumé et désossé avec une habileté consommée, puis farci d'un mélange de chair de porc, d'œufs, d'épices et d'herbes aromatiques. Ensuite, il est rôti à la broche en étant constamment arrosé de vin blanc et de verger. Enfin, au moment de servir, on le part de nouveau de ses plumes en éventail, et on dore son bec et ses pattes avec de la feuille d'or. Le résultat est un plat somptueux qui émerveille les convives et fait honneur à la maison. Autour de cette pièce maîtresse s'ordonnent d'autres mets non moins raffinés, une lamproie gelée, des chapons aux épices, un pâté de venaison aux pistaches, des poissons de l'étang de Berre accommodés à la bourride, des légumes confits dans le miel, des fruits de la dernière récolte conservés dans le sucre, car la cuisine seigneuriale du XIVe siècle rivalise déjà en raffinement avec celle des plus grands restaurants modernes. Les vins aussi sont choisis avec soin, un rouge corsé de Châteauneuf pour accompagner les viandes, un blanc sec de cassis pour les poissons, un muscat de Frontignan pour les desserts. Messire Bertrand possède dans ses caves quelques jarres d'un vin grec exceptionnel rapporté de Constantinople par un marchand génois. Ce nectar, vieux de 10 ans, sera réservé au toast final qui scellera peut-être l'alliance matrimoniale, car ce repas n'est pas qu'un plaisir gastronomique, c'est un acte politique. L'art de recevoir fait partie des devoirs seigneuriaux au même titre que l'administration de la justice ou la défense du territoire. Un banquet réussi peut consolider une alliance, sceller un traité, impressionner un rival. À l'inverse, une réception bâclée peut offenser un invité et compromettre des négociations importantes. Dans la cour d'honneur, les palefreniers scellent les chevaux de Messire Bertrand et de son fils Hugues, car l'après-midi sera consacré à une partie de chasse. Divertissement favori de la noblesse médiévale, cette chasse n'est pas seulement un loisir. C'est un entraînement militaire qui entretient la forme physique des chevaliers et leur apprend l'art de la stratégie. Poursuivre un cerf dans les bois demande les mêmes qualités que traquer un ennemi sur un champ de bataille, rapidité de décision, coup d'œil sûr, endurance, courage. La meute du château compte une vingtaine de chiens de chasse, soigneusement sélectionnés et dressés par maître Guilhem, le veneur. Ces animaux, croisement de lévrier et de mâtin, possèdent à la fois la vitesse nécessaire pour rattraper le gibier et la force suffisante pour le tenir en respect. Leur éducation demande des années de patience et d'expertise, car un bon chien de chasse vaut parfois plus cher qu'un destrier. Messire Raymond de Toulouse arrive au château vers l'heure de nonne, escorté d'une dizaine de cavaliers. C'est un homme de 50 ans, au visage énergique marqué par une longue cicatrice qui lui barre la joue gauche. Souvenir d'un combat contre les routiers aragonais. Sa réputation de brave et de bon seigneur l'a précédé, et Messire Bertrand l'accueille avec tous les honneurs dus à son rang. Les négociations matrimoniales se déroulent selon un rituel immuable. D'abord, les deux seigneurs évoquent leurs souvenirs communs. Ils ont combattu ensemble lors de la campagne de Guyenne, ont participé au même tournoi à Arles, se connaissent depuis 20 ans. Cette amitié ancienne facilite les discussions, car on négocie plus aisément avec un ami qu'avec un étranger. Puis vient l'examen des questions pratiques. Demoiselle Béatrice de Toulouse, fille de Messire Raymond, apportera en dot les revenus de 2 métairies, plus une somme de 1000 livres tournois en espèces sonnantes. En contrepartie, Hugues recevra à sa majorité la seigneurie de Pierrefeu, fief relevant de Roqueperdrix qui rapporte chaque année 100 livres de rente. L'accord semble équitable aux deux parties, mais au-delà des aspects financiers, c'est la qualité des lignages qui importe le plus. Les Toulouse descendent en ligne directe des comtes de cette ville, et leur blason porte la croix de Languedoc. Les Roqueperdrix, quant à eux, prétendent remonter jusqu'aux compagnons de Charlemagne, et leur devise roque que rien ne peut témoigne de leur fierté ancestrale. Cette union unira deux des plus nobles maisons de Provence. Le contrat sera signé après les fêtes de Pâques, et le mariage célébré l'année suivante quand Hugues aura atteint ses 15 ans. En attendant, Demoiselle Béatrice viendra passer quelques semaines au château pour faire connaissance avec sa future belle famille, car même dans les mariages arrangés,
On s'efforce de créer un minimum d'affinité entre les époux. Dame Isabelle accueille ces nouvelles. Avec satisfaction, elle connaît la famille de Toulouse pour sa piété et ses bonnes mœurs. Demoiselle Béatrice, dit-on, brode comme un ange, chante avec une voix pure. Et sait tenir une conversation en 3 langues. De plus, à 14 ans. Elle possède déjà cette grâce naturelle qui fait les grandes dames. Ugoral a une épouse, digne de son rang. Messire Bertrand, de son côté, se félicite de cette alliance sur le plan politique. Les terres de Toulouse touchent les siennes. Au nord, et cette union renforcera considérablement sa position dans la région. De plus, Messire Raymond possède des relations à la cour pontificale d'Avignon, ce qui pourrait s'avérer utile pour obtenir des privilèges ou des dispenses. L'accord conclu. Les 2 seigneurs se dirigent vers la chapelle pour entendre vêpres ensemble, car il convient de placer cette alliance sous la protection divine et de demander à Dieu de bénir l'union future. Dom Anselme célèbre l'office avec une solennité particulière, et sa voix monte vers les voûtes en portant les paroles séculaires qui sanctifient tous les grands moments de l'existence humaine. Après la prière vient l'heure du banquet, dans la grande salle, tendue de ses plus belles tapisseries illuminées par 100 chandelles de cire pure. La table d'honneur a été dressée avec un luxe exceptionnel. Nappes de lin damassé, vaisselle d'argent doré, gobelets de cristal de Venise. Tout concourt à créer un décor digne des plus grandes occasions. Les invités prennent place selon un ordre strict qui reflète la hiérarchie nobiliaire. Messire Raymond à la droite de son hôte, Dame Marguerite de Beau à la gauche de Dame Isabelle. Les écuyers aux extrémités de la table. Les dames portent leurs plus beaux atours sur de soie, voiles brodées de perles, bijoux étincelants au feu des chandelles. Les seigneurs ont revêtu leurs cotsardies aux couleurs éclatantes, ornées de leurs armoiries brodées d'or. Le service est assuré par les pages du château, jeunes nobles en formation qui apprennent ainsi l'art de servir avant d'apprendre celui de commander. Ils présentent chaque plat avec une grâce parfaite, versent le vin sans en répandre une goutte, anticipent les besoins des convives avec une discrétion consommée, car l'art de la table fait partie intégrante de l'éducation chevaleresque. Maître Foulque a surpassé tous ses efforts habituels. Le pan rôti dans ses plumes fait sensation quand il entre en procession, porté par 4 valets et précédé d'un ménestrel qui chante ses louanges. La lamproie en gelée, délicatement parfumée au gingembre, fond sur la langue comme un nectar divin. Les chapons aux épices révèlent toute la subtilité de la cuisine provençale qui sait allier les saveurs du terroir au parfum de l'Orient. Pendant le repas, un troubadour divertit l'assemblée de ses chants. Maître Père de Corde, poète réputé dans toute l'Occitanie, s'accompagne de sa vielle en interprétant un lait d'amour courtois. Sa voix mélodieuse raconte l'histoire d'un chevalier épris d'une dame inaccessible, qui accomplit 1000 exploits pour mériter un seul regard de celle qu'il aime. Ces récits de passion noble et d'héroïsme désintéressé transportent l'auditoire dans un monde idéal où l'amour transfigure l'existence. Dame Alix écoute avec ravissement ces histoires merveilleuses qui nourrissent ses rêves de jeune fille. Elle s'imagine en châtelaine de romans, inspiratrice de hauts faits, distributrice de récompenses aux preux chevaliers, car l'amour courtois, même s'il reste souvent platonique, donne un sens poétique à l'existence noble et transforme les relations sociales en œuvres d'art. Hugues, lui, préfère les chansons de gestes qui racontent les exploits de Roland et des 12 pères de Charlemagne. Ces récits épiques enflamment son imagination guerrière et lui donnent envie de se couvrir de gloire sur les champs de bataille. Il se voit déjà chargeant l'ennemi l'épée haute, défendant la chrétienté contre les infidèles, conquérant des royaumes lointains au nom de son roi. Petit Pierre, trop jeune encore pour comprendre toutes les subtilités de la poésie courtoise, cède et reste avantage aux histoires de saints et de miracles que lui raconte Dom Anselme. Le chapelain possède un répertoire inépuisable de légendes pieuses, Saint-Martin partageant son manteau, Saint-Georges terrassant le dragon, Sainte-Cécile convertissant ses bourreaux par la beauté de son chant. Ces récits merveilleux peuplent l'imaginaire de l'enfant et nourrissent sa foi naissante. Quand vient l'heure du coucher, les invités se retirent dans les chambres qui leur ont été préparées. Messire Raymond occupe la chambre d'honneur de la tourelle, tendue de tapisseries représentant l'histoire de Troie. Ses écuyers logent dans une pièce voisine, tandis que ses hommes d'armes trouvent place dans la salle des gardes, car l'hospitalité médiévale s'étend à toute la suite des invités, selon des règles précises qui garantissent le confort de chacun selon son rang. Dans sa chambre, Dame Isabelle fait le bilan de cette journée qui s'achève. Les négociations matrimoniales ont abouti, l'alliance est scellée, l'avenir de son fils assuré. Elle pense à Demoiselle Béatrice qu'elle va bientôt accueillir comme une fille, aux petits-enfants qui naîtront de cette union, à la continuité de la lignée qui se perpétuera par-delà sa propre existence. Messire Bertrand, lui, révise mentalement les clauses du contrat qui sera signé le mois prochain. Cette alliance renforce
sa position politique et assure l'avenir de son héritier. Mais surtout, elle s'inscrit dans cette logique féodale qui fait de chaque mariage un acte de gouvernement. De chaque union une alliance entre des familles, des terres, des intérêts. Il songe à cette fiancée qu'il ne connaît pas encore mais qu'il épousera dans moins de l'un. Il se demande si elle est jolie, si elle saura l'aimer, si elle lui donnera des fils dignes du nom qu'il porte. Car même dans les mariages arrangés, l'espoir de l'amour n'est jamais totalement absent. Et un garçon de 13 ans garde toujours le droit de rêver. Dans la tour de garde, les sentinelles vaillent sous les étoiles. Leurs pas résonnent sur le chemin de ronde. Et leurs voix échangent les mots de passe rituels qui ponctuent les heures de la nuit. Car un château ne dort jamais complètement, il y a toujours des hommes en armes pour monter là. Garde, des serviteurs pour entretenir les feux, des clercs pour prier dans la chapelle. Au dehors, la Provence s'endort sous un ciel constellé d'étoiles. Les villages blottis dans la vallée éteignent une à une leur lumière. Les bergers rassemblent leurs troupeaux autour des feux de camp. Les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle cherchent un abri pour la nuit. La vie continue son cours éternel, rythmée par les cloches des églises et les saisons qui passent, mais au château de Roqueperdrix, tout est calme et sécurité. Les murs épais protègent du vent et des intempéries. Les réserves bien garnies mettent à l'abri de la famine. La garde vigilante écarte du danger. C'est cela. La douceur de vivre dans un château médiéval, cette impression de sécurité absolue, de continuité des générations, de participation à un ordre millénaire voulu par Dieu lui-même. Et demain, quand le soleil se lèvera de nouveau sur les créneaux de pierre blonde, la vie reprendra selon le même rythme immémorial, messe matinale, audience judiciaire, entraînement militaire, travaux domestiques, prière du soir. Car c'est cela, l'essence de la civilisation médiévale, cette alternance parfaitement réglée entre le sacré et le profane, entre la guerre et la paix, entre les joies terrestres et l'espérance du salut éternel. L'aube du 3e jour se lève avec une douceur particulière sur le château de Roqueperdrix. Les négociations matrimoniales terminées et l'alliance scellée. Une atmosphère de fête paisible règne sur la forteresse. Messire Raymond de Toulouse est reparti vers ses terres avec la satisfaction du devoir accompli, emportant avec lui les accords qui uniront bientôt les deux maisons. Mais la vie du château continue son cours immémorial, rythmé par ces 1000 détails quotidiens qui font la richesse de l'existence seigneuriale. Dans les cuisines, Maître Foulque supervise la préparation des conserves d'hiver, car nous sommes au début de mars, et c'est le moment de terminer les provisions qui permettront de passer les dernières semaines avant les récoltes de printemps. Les jambons pendent dans le fumoir, lentement caressés par la fumée de genévrier qui leur donnera cette saveur incomparable. Les fromages de chèvre vieillissent dans les caves fraîches, développant cette croûte fleurie qui fait leur réputation jusqu'à Marseille. Maître Foulque surveille personnellement la confection du vin cuit, spécialité provençale qui se conserve plusieurs années. Dans de grandes bassines de cuivre, le mou de raisin bout lentement, se concentrant jusqu'à prendre la consistance du miel. On y ajoute des épices venues d'Orient, cannelle de Ceylan, gingembre d'Inde, poivre long, noix muscade. Le résultat est un breuvage capiteux qui réchauffe les cœurs pendant les longues soirées d'hiver. Car l'art culinaire médiéval ne se contente pas de nourrir. Il cherche à émerveiller, à surprendre, à créer de la beauté même dans les plats les plus simples. Cette philosophie de la table reflète toute une conception de l'existence. La vie terrestre, si brève soit-elle, mérite d'être vécue dans la beauté et la joie. Car elle est un reflet de la beauté divine. Dans l'atelier du château, Maître Arnaud le forgeron façonne les outils nécessaires à la vie quotidienne. Ses mains expertes manient le marteau avec une précision d'orfèvre, martelant le fer rouge pour lui donner forme. Aujourd'hui, il termine une série de fers à cheval destinés au destrier du seigneur. Chaque fer est une œuvre d'art en miniature, ornée de motifs gravés qui témoignent du talent de l'artisan. Car même les objets utilitaires doivent être beaux dans l'univers médiéval. Cette recherche esthétique constante transforme les gestes les plus ordinaires en actes créateurs. Un simple fer à cheval devient prétexte à sculpture, une serrure se transforme en bijou de métal. Un homme de guerre s'orne de cisures délicates. Cette omniprésence de l'art dans la vie quotidienne fait du château médiéval un véritable musée vivant. Maître Arnaud travaille aussi à la réparation des armes du château. Cette épée est bréchée lors du dernier tournoi, cette cotte de maille dont plusieurs anneaux ont cédé, cette arbalète dont le mécanisme grippe. Autant d'ouvrages délicats qui demandent un savoir-faire consommé, car l'armement médiéval atteint déjà un degré de sophistication remarquable, et sa maintenance exige des compétences techniques très pointues. L'apprenti forgeron, jeune Raoul, fils d'un paysan du domaine, observe son maître avec une attention passionnée. À 15 ans, il manie déjà les outils avec une dextérité prometteuse. Maître Arnaud lui enseigne non seulement
les techniques de son art, mais aussi les secrets du métal, comment reconnaître un bon minerai, comment doser le carbone pour obtenir un acier de qualité, comment tremper une lame pour qu'elle garde son tranchant sans devenir cassante, dans les jardins. Du château, maître Guillaume le jardinier prépare les semis de printemps. Ses mains expertes manipulent les graines avec une délicatesse de chirurgien. Car chaque semence représente une promesse de récolte future. Les jardins de Roqueperbrix sont réputés dans toute la région pour la qualité de leurs légumes et la beauté de leurs fleurs. Le potager s'organise selon un plan géométrique parfait. Reflet de l'ordre divin dans la création. Carrés de choux et de poireaux alternent avec planches d'herbes aromatiques et plates-bandes aux fleurs. Car le jardin médiéval ne sépare pas l'utile de l'agréable, les simples qui guérissent côtoient les légumes qui nourrissent et les fleurs qui réjouissent l'œil. Maître Guillaume cultive également un verger où croissent les arbres fruitiers de la région, figuiers aux fruits gorgés de miel, pêchers aux fleurs roses comme l'aurore, cerisiers aux cerises rouges comme des rubis. Mais il s'enorgueillit surtout de posséder quelques plants d'oranger, rapportés d'Espagne par un pèlerin de Compostelle. Ces arbres exotiques, qui donnent des fruits dorés au cœur de l'hiver, font l'admiration de tous les visiteurs, car le jardin médiéval est aussi un lieu d'expérimentation botanique. Les seigneurs rivalisent pour acclimater des espèces nouvelles, rapportées de lointains voyages ou échangées avec d'autres châtelains. Cette passion pour l'horticulture témoigne d'une curiosité intellectuelle qui dépasse largement les simples besoins alimentaires. Dans la volière du château, maître Béranger soigne les oiseaux de chasse de messire Bertrand. Ses faucons et ses éperviers, dressés avec une patience infinie, constitue l'une des richesses les plus précieuses du domaine, car la chasse au vol est l'art noble par excellence, celui qui distingue la haute aristocratie du simple peuple. Chaque oiseau a sa personnalité, ses caprices, ses préférences. Ce faucon pèlerin ne chasse que par temps clair. Cet épervier femelle refuse de voler si elle n'a pas été nourrie exactement à la même heure chaque jour. Cette buse variable a développé une technique particulière pour capturer les lapins de Garenne. Maître Béranger connaît tous ces détails et adapte son entraînement aux caractéristiques de chaque rapace. L'art de la fauconnerie demande des années d'apprentissage. Il faut savoir capturer les oiseaux sauvages sans les blesser, les apprivoiser sans briser leur instinct de chasse, les dresser sans les décourager. C'est un équilibre subtil entre contrainte et liberté, autorité et respect, qui fait du fauconnier un véritable psychologue animal. Messire Bertrand vient souvent rendre visite à ces oiseaux. Il aime caresser leurs plumes soyeuses, sentir la puissance contenue dans leur sarre, admirer l'éclat sauvage de leurs yeux dorés. Pour lui, ces créatures incarnent l'idéal chevaleresque, force contrôlée, noblesse naturelle. Fidélité sans servilité, un bon faucon vaut plus qu'un destrier, car il allie la beauté à l'efficacité, l'élégance au courage. Dame Isabelle passe cette matinée dans ses appartements privés, en compagnie de sa fille Alix et de ses dames d'atour. Elle travaille à la confection d'un trousseau pour la future mariée, chemise de lin brodée à l'aiguille, robe de soie aux couleurs chatoyantes, voiles ornées de perles fines. Autant de merveilles qui témoigneront de la richesse et du goût de la famille. La broderie médiévale atteint des sommets d'art et de raffinement. Chaque point est calculé, chaque couleur choisie avec soin, chaque motif chargé de symboles. Cette robe de mariée que brode Dame Isabelle raconte toute une histoire. Les lys symbolisent la pureté, les roses l'amour, les colombes la fidélité, les grenades la fécondité, portée le jour des noces. Cette robe transformera Alix en allégorie vivante des vertus féminines. Mais Dame Isabelle ne se contente pas de superviser les travaux d'aiguille, elle forme aussi sa fille aux subtilités de la vie sociale. Comment recevoir un invité selon son rang, comment mener une conversation sans jamais paraître s'ennuyer, comment danser avec grâce, comment chanter juste, comment jouer de la harpe sans fausse note. Autant d'art d'agrément indispensables à une dame de qualité. Alix apprend aussi la gestion domestique, comment commander aux servantes sans se faire haïr, comment surveiller les cuisines sans paraître méfiante, comment soigner les malades du château avec charité, comment distribuer les aumônes avec discernement, car une châtelaine n'est pas seulement un ornement de la société, c'est le pilier sur lequel repose tout l'équilibre du domaine. Dans la bibliothèque, Petit Pierre poursuit ses études sous la direction de Domanzem. Aujourd'hui, leçon de géographie, le chapelain déroule une map monde enluminée qui représente le monde connu des anciens. Jérusalem trône au centre, car c'est le nombril du monde chrétien. Autour s'organisent les 3 continents, l'Europe au nord-ouest, l'Asie au nord-est, l'Afrique au sud. Cette carte mélange allègrement la géographie réelle et la mythologie antique. À côté de villes bien connues, comme Paris ou Rome, figurent des contrées fabuleuses, le royaume du prêtre Jean en Inde, les îles Fortunées dans l'océan, la terre des Amazones au-delà de la City.
car la géographie médiévale ne distingue pas encore clairement entre la science et la légende. Domansoun raconte à son élève les merveilles de l'Orient, les épices qui poussent dans des jardins paradisiaques, les pierres précieuses grosses comme des œufs, les animaux fantastiques qui gardent des trésors fabuleux. Ces récits enflamment l'imagination de Pierre et lui donnent envie de partir un jour à la découverte de ces contrées merveilleuses, car l'éducation médiévale ne vise pas seulement à transmettre des connaissances. Elle cherche à éveiller la curiosité, à nourrir les rêves, à ouvrir l'esprit sur l'infinie diversité du monde. Un clerc du XIVe siècle doit posséder une culture encyclopédique qui lui permette de discourir aussi bien de théologie que de médecine, d'astronomie que de musique. Dans l'atelier d'orfèvrerie du château, Maître Étienne travaille à la confection d'un présent pour demoiselle Béatrice, un reliquaire en forme de croix, destiné à contenir un fragment de la vraie croix. Cette œuvre d'art religieux mobilise toute la science de l'artisan, ciselure délicate, émaillage aux couleurs éclatantes, sertissage de pierres précieuses, dorure à la feuille. Chaque détail de ce reliquaire a sa signification symbolique. Les 4 évangélistes ornent les extrémités de la croix. Au centre, le Christ en gloire bénit le monde de sa main droite. Sur le revers, une inscription latine rappelle que par le bois de la croix, la joie est venue au monde entier. Cette œuvre d'art est donc en même temps un objet de dévotion, un manuel de théologie et un témoignage de foi. Maître Étienne travaille aussi à l'entretien de la vaisselle d'or et d'argent du château. Ces pièces précieuses, héritées de génération en génération, constituent une véritable réserve monétaire qui peut être fondue en cas de nécessité. Mais surtout, elles témoignent du rang de la famille et participent au prestige de la maison. Car l'art de l'orfèvrerie médiévale ne se contente pas de créer de beaux objets. Il matérialise la richesse et le pouvoir. Posséder de la vaisselle d'or, c'est afficher sa réussite sociale. Porter des bijoux, c'est proclamer son rang. Offrir un présent d'orfèvrerie, c'est manifester sa générosité et son goût, dans une société où l'écrit est rare. Les objets précieux parlent un langage que tous comprennent. L'après-midi venu, Messire Bertrand tient audience dans la grande salle du château. Aujourd'hui, affaire délicate, un marchand génois accuse un bourgeois d'Arles de lui avoir vendu des draps défectueux. L'affaire est compliquée car elle met en jeu les rapports commerciaux entre la Provence et l'Italie. Domaine où la diplomatie compte autant que la justice. Messire Bertrand écoute patiemment les deux parties. Le Génois produit les pièces de tissu incriminées, la teinture a effectivement des teints. Premier lavage, et la toile présente des défauts de tissage visibles à l'œil nu. L'Arlésien se défend en accusant son fournisseur flamand de lui avoir livré une marchandise défectueuse. Chacun rejette la responsabilité sur l'autre, et les témoins se contredisent. La solution adoptée par le seigneur fait honneur à sa sagesse. Le marchand d'Arlésien remboursera la moitié du prix d'achat, et le Génois acceptera de reprendre les draps pour les revendre à prix réduit sur un autre marché. Ainsi, les pertes sont partagées équitablement et aucune des deux parties ne se sent lésée. Cette justice pragmatique maintient de bonnes relations commerciales tout en sauvegardant l'honneur de chacun. Car administrer la justice, c'est d'abord maintenir la paix sociale. Un bon juge ne cherche pas seulement à identifier le coupable et l'innocent. Il s'efforce de réconcilier les parties et de prévenir de nouveaux conflits. Cette conception de la justice privilégie l'harmonie sur la vérité absolue, la réconciliation sur la vengeance. Le soir venu, la famille seigneuriale se retrouve dans la chambre haute pour le repas privé. Menu simple mais raffiné, soupe aux herbes du jardin, truite de la rivière grillée aux aromates, fromage de chèvre frais, fruits confits dans le miel, le vin, un rouge léger des coteaux du domaine, accompagne parfaitement cette cuisine de terroir qui fait la réputation de la Provence. La conversation porte sur les nouvelles de la région. Un pèlerin de passage a raconté que la peste noire gagne du terrain en Italie. Les villes de Gênes et de Pise sont déjà touchées, et l'on craint que le fléau ne traverse bientôt les Alpes. Messire Bertrand fronce ses sourcils. Cette maladie mystérieuse qui tue en quelques jours inquiète tous les seigneurs d'Europe. Dame Isabelle, plus pragmatique, pense aux mesures de précaution à prendre. Il faudra interdire l'accès du château aux marchands suspects, multiplier les prières dans la chapelle, distribuer des aumônes pour attirer la protection divine, car face aux épidémies, la médecine médiévale est désarmée, et seule la foi peut offrir quelque espoir de protection. Hugues, lui, rêve encore au récit de tournoi que lui a conté Messire Raymond. Bientôt, il aura l'âge de participer à ces joutes chevaleresques où se forgent les réputations et se nouent les amitiés. Il s'imagine déjà chargeant lance-PC, renversant ses adversaires, recevant les applaudissements de la foule et peut-être le sourire de sa future épouse. Petite
Pierre demande à Dom Anselme de lui raconter encore l'histoire de Saint-Martin. Ce soldat romain devenu évêque qui partageait son manteau avec les pauvres. Ces récits de sainteté nourrissent son imagination et lui donnent envie de consacrer sa vie au service de Dieu. Car l'Église offre au Calais de nobles familles des carrières brillantes et la perspective du salut éternel. Alix brode en silence, piquant son aiguille dans la soie avec cette grâce naturelle qui caractérise les gestes féminins. De l'aristocratie, elle pense à sa future belle-sœur qu'elle ne connaît pas encore, aux enfants qu'elle aura un jour, à cette vie de châtelaine qui l'atteint et qu'elle apprend à imaginer en observant sa mère. Quand vient l'heure de compli, toute la maisonnée se rassemble dans la chapelle pour la dernière prière du jour. Dom Anselme célèbre l'office avec cette ferveur tranquille qui convient aux heures nocturnes, et sa voix monte vers les voûtes emportant les paroles de paix qui clôturent chaque journée chrétienne, puis c'est le grand silence de la nuit qui s'installe sur le château. Les feux s'éteignent un à un, les voix se taisent, les pas s'amortissent sur les dalles usées. Seuls veillent encore les gardes sur les remparts, les yeux tournés vers l'horizon étoilé, protégeant de leur vigilance le sommeil de ceux qui leur font confiance, car c'est cela. La beauté de la vie castrale, cette impression de sécurité absolue, de continuité des générations, de participation à un ordre éternel voulu par Dieu lui-même. Dans un monde souvent brutal et incertain, le château offre un havre de paix où l'homme peut vivre selon sa condition, accomplir son devoir, et espérer en la miséricorde divine. Les derniers jours de mars apportent au château de Roqueperdrix cette douceur printanière si particulière à la Provence, quand l'air se réchauffe doucement et que la nature s'éveille de son sommeil hivernal. Dans les jardins, les amandiers se couvrent de fleurs blanches comme neige, et les premiers bourgeons pointent timidement sur les rosiers. C'est la saison où le château retrouve sa splendeur, où la vie reprend ses droits après les rigueurs de l'hiver. Demoiselle Béatrice de Toulousette, arrivée la veille au château, escortée de sa gouvernante Dame Ermengarde et de 2 chambrières. Cette jeune fille de 14 ans, promise à Hugues depuis les accords conclus avec son père, découvre pour la première fois le domaine qui sera bientôt le sien. Ses grands yeux noirs brillent de curiosité tandis qu'elle observe ce monde nouveau qui l'entoure. Béatrice possède cette beauté méridionale qui fait l'orgueil des familles nobles de Languedoc. Teint mat caressé par le soleil du midi, cheveux d'un noir profond qui ondulent naturellement sur ses épaules. Très fin hérité de sa mère, une Catalane de noble lignée. Mais au-delà de sa beauté physique, c'est son intelligence vive et sa grâce naturelle qui frappent tous ceux qui l'approchent. Dame Isabelle l'accueille comme sa propre fille, lui faisant visiter les appartements qui seront les siens après le mariage. La chambre destinée à la future épouse a été préparée avec un soin particulier, tapisserie représentant l'histoire de psycho accent aigu et Cupidon, mobilier marqué aux armes des Toulouse, coffre rempli de linge brodé, fenêtres donnant sur les jardins les plus parfumés du château. L'adaptation de Béatrice à sa nouvelle demeure se fait avec une facilité qui rassure Dame Isabelle. La jeune fille s'intéresse à tout, l'organisation des cuisines, la gestion des réserves, l'entretien du linge, les soins donnés aux malades du château. Elle pose 1000 questions intelligentes qui révèlent un esprit curieux et méthodique, qualités indispensables pour diriger un jour une grande maison. Hugues observe sa fiancée avec un mélange de timidité et d'admiration. À 13 ans, il découvre les premiers émois de l'amour, ces sentiments troublants que les troubadours chantent dans leurs laits courtois. Béatrice, lui, plaît par sa beauté, certes, mais surtout par cette gaieté naturelle qui illumine tout ce qu'elle touche. Leur première conversation, d'abord empreinte de gêne, prennent rapidement un tour plus détendu. Les fiançailles officielles sont célébrées un dimanche matin dans la chapelle du château en présence de tous les vassaux du domaine. Dom Anselme bénit les anneaux échangés par les futurs époux, et Messire Bertrand lit à haute voix le contrat de mariage qui lie désormais les 2 familles. C'est un moment solennel qui engage l'avenir de toute la lignée, mais ces formalités accomplies, la vie du château reprend son cours normal. Béatrice s'intègre rapidement à la petite société féminine qui entoure Dame Isabelle. Elle apprend à connaître les us et coutumes de sa nouvelle famille, les traditions particulières au domaine, les relations complexes qui unissent les différents vassaux, car chaque château a sa personnalité propre, façonnée par des siècles d'histoire familiale. Les Roqueperdrix se distinguent par leur piété sincère, leur justice équitable et leur hospitalité généreuse. Leur devise rock que rien ne peut résume bien leur caractère, fermeté dans les principes, fidélité aux engagements, résistance aux épreuves. Béatrice découvre aussi les plaisirs de la vie provençale, les promenades dans les jardins parfumés de lavande et de romarin, les cavalcades à travers les collines couvertes de vignes, les veillées au coin du feu que ont les troubadours contant les légendes du pays. Cette existence
lui plaît par sa diversité et sa richesse culturelle. Dans l'atelier du château, Maître Girard l'ébéniste achève un chef-d'œuvre destiné à orner la chambre nuptiale, un lit à baldaquin sculpté dans le chêne le plus précieux. Chaque montant raconte une histoire, ici. Les armes des deux familles s'entrelacent dans un décor de feuillage, là. Des angelots joufflus soutiennent des guirlandes de roses et de lys, celui sera le témoin de la nuit de noces et le berceau des futurs héritiers. L'art du meuble médiéval atteint déjà une sophistication remarquable, chaque pièce est unique. Conçue spécialement pour son propriétaire et ornée selon ses goûts personnels, celui de Huguet. Béatrice témoignera pendant des siècles de l'alliance entre les Roqueperdrix et les Toulouse, transmettant aux générations futures le souvenir de cette union bénie. Maître Girard travaille également à la confection d'un coffre à trousseau pour la mariée. Cette œuvre d'art, sculptée de scènes galantes inspirées du roman de la Rose, abritera les robes et les bijoux de Béatrice. Le bois choisi, un noyer aux veines précieuses, provient d'un arbre centenaire abattu dans la forêt du domaine. Chaque essence a ses vertus, le chêne pour la solidité, le noyer pour la beauté, le cèdre pour parfumer le linge. Dans les écuries, Messire Bertrand fait préparer un palefroid destiné à sa future belle-fille. Cette jument alezane, à la robe dorée comme les blés mûrs, possède toutes les qualités d'une monture de dame, douceur de caractère, sûreté d'allure. Beauté de forme, elle sera le compagnon fidèle de Béatrice dans ses promenades à travers le domaine, car l'équitation fait partie intégrante de l'éducation noble. Savoir monter à cheval, c'est posséder la liberté de mouvement, la possibilité d'explorer son domaine, de rendre visite aux vassaux, de participer aux chasses seigneuriales. Une dame qui ne monte pas est prisonnière de son château, coupée du monde extérieur. Maître Hugues, le palefrenier en chef, dresse personnellement la monture de la future châtelaine. Il lui apprend les commandements de voix, les pressions de jambes, les gestes de main qui permettent de diriger un cheval avec précision. Béatrice montre des dispositions naturelles pour cet art, l'héritage sans doute de sa lignée méridionale où l'on monte à cheval depuis l'enfance. Les préparatifs du mariage mobilisent tout le château. Dans les cuisines, Maître Foulques élabore le menu du banquet nuptial, 40 services qui se succéderont pendant 6 heures, depuis les entrées délicates jusqu'aux desserts les plus raffinés. Ce repas de noces marquera l'alliance des deux familles et restera gravé dans toutes les mémoires. La pièce maîtresse sera un cygne rôti reconstitué dans ses plumes avec un art consommé. Cet oiseau mythique, symbole de fidélité éternelle, ornera la table d'honneur et sera découpé par Messire Bertrand lui-même selon un rituel précis. Car la cuisine médiévale ne se contente pas de nourrir, elle met en scène des symboles qui donnent un sens profond au repas. Autour de cette pièce d'apparat s'organiseront d'autres mais non moins somptueux, pains aux épices, lamproies en gelée, pâté de gibier, poissons en croûte, légumes confits, fruits exotiques. Chaque plat racontera une histoire, évoquera une saison, célébrera les richesses du terroir provençal. Les vins aussi sont choisis avec un soin extrême. Messire Bertrand fait ouvrir ses meilleures réserves, un rouge de Châteauneuf vieux de 10 ans, un blanc de cassis au reflet doré, un muscat de Frontignan couleur d'ambre. Ces nectars accompagneront dignement les mets, contribueront à l'atmosphère festive du banquet. Dame Isabelle supervise la confection des tenues de la noce. La robe de mariée de Béatrice est une merveille d'art textile, soie blanche brodée de fils d'or, manches ajustées soulignées de perles fines, traîne ornée des armoiries des deux familles. Cette robe transformera la jeune fille en princesse de conte, digne des héroïnes que chantent les troubadours. Hugues portera un pourpoint de velours bleu brodé d'argent, couleur de la maison de Roqueperdrix. Son épée de cérémonie, bénie par l'évêque d'Aix, pendra à son côté gauche selon l'usage chevaleresque, car même dans la joie du mariage, un noble ne renonce jamais aux attributs de sa condition guerrière. Les invités arrivent de toute la Provence pour assister aux noces. Châteaux et manoirs se vident de leurs occupants, qui convergeant vers Roqueperdrix dans un déploiement de magnificence. Chaque famille rivalise d'élégance et d'apparat, car ces réunions mondaines sont l'occasion de mesurer son rang et d'affirmer sa puissance. Messire Guillaume de Beau arrive avec une escorte de 20 cavaliers, tous vêtus aux couleurs de sa maison. Dame Sibylle de Forcalquier porte une robe de soie pourpre, qui vaut une fortune. Le jeune comte de Vintigny exhibe des bijoux rapportés d'Orient par son grand-père, croisé de la troisième croisade. Tous ces fastes témoignent de la richesse et du raffinement de l'aristocratie provençale. Dans la grande salle, on dresse les tables du banquet selon un ordre protocolaire strict qui reflète la hiérarchie nobiliaire. Nappes damassées, vaisselle d'or et d'argent, verreries de Venise. Tout concourt à créer un décor digne des plus grandes cours d'Europe. Les serviteurs
En livrée aux couleurs du château, répètent leurs gestes pour que le service soit parfait. Car un banquet de mariage n'est pas seulement un repas. C'est un spectacle total qui engage l'honneur de la famille organisatrice. Chaque détail compte. La beauté de la décoration, la qualité des mains, l'élégance du service, la somptuosité des tenues. Un banquet réussi fait honneur aux époux et rejaillit sur toute leur descendance. Le matin des noces, tout le château s'éveille dans l'effervescence. Dans sa chambre, Béatrice se prépare entourée de ses dames d'atour. Sa toilette prend des heures, bain parfumé aux essences de rose, massage ou huile d'amande douce. Maquillage subtil qui rehausse sa beauté naturelle. Chaque geste obéit à un rituel précis qui transforme la jeune fille en déesse de l'amour. Hugues, de son côté, revêt ses plus beaux atours sous l'œil vigilant de son écuyer. L'armement de cérémonie, poli comme un miroir, reflète les rayons du soleil matinal. L'épée ancestrale, transmise de père en fils depuis 3 générations. Pend fièrement à son côté, il est prêt à affronter cette journée qui fera de lui un homme marié. La cérémonie religieuse se déroule dans la chapelle du château. Décorée de fleurs blanches et de tentures précieuses, d'hommes en somme officient en grande pompe. Revêtu de ses plus beaux ornements liturgiques, l'évêque d'Aix, venu spécialement pour bénir cette union, prononce l'homélie nuptiale qui rappelle les devoirs sacrés du mariage chrétien. L'échange des consentements se fait selon la formule consacrée, reprise par l'assemblée émue. Hugues passe l'anneau au doigt de Béatrice en promettant fidélité, protection. Elle lui donne sa main en jurant obéissance et amour. Ses paroles simples scellent une alliance qui unit non seulement 2 êtres, mais 2 familles, 2 domaines, 2 destins. Puis vient le moment du banquet. Apothéose de ces journées de fête dans la grande salle transformée en salle de bal. Les convives prennent place selon l'ordre protocolaire. Les premiers services défilent dans un concert d'admiration, la présentation rivalise avec la saveur. Et chaque plat est une œuvre d'art éphémère qui émerveille avant de disparaître. Les troubadours se succèdent pour divertir l'assemblée. Maître Père de Corde chante à la composée spécialement pour les époux, où il compare leur union à celle de Tristan et Isolde. Mais avec une fin heureuse, un jongleur italien exécute des prouesses acrobatiques qui arrachent des cris d'admiration. Un ménestrel normand raconte l'histoire de Guillaume le Conquérant sur un ton épique qui transporte l'auditoire. Béatrice rayonne de bonheur dans sa robe PRINCSSE. Elle découvre l'art de présider une table, de mener une conversation, de répondre aux compliments avec grâce. Hugues, fier de sa jeune épouse, apprend les responsabilités du chef de famille. Ils forment déjà un couple harmonieux qui augure bien de leur avenir commun. Quand vient l'heure de la retraite des époux, toute l'assemblée les accompagne jusqu'à la chambre nuptiale dans un cortège joyeux et bruyant. Selon la tradition, le lit est béni par Domanson, puis les jeunes mariés sont laissés seuls pour consommer leur union. C'est le moment le plus intime et le plus solennel de cette journée de fête. Le lendemain matin, les cloches du château sonnent à toute volée pour annoncer que le mariage est accompli et béni. Hugues et Béatrice paraissent à la fenêtre de leur chambre pour recevoir les acclamations de leurs gens. Ils sont désormais unis pour la vie. Et cette union scelle l'alliance entre 2 des plus nobles maisons de Provence. Les invités repartent un à un vers leurs domaines respectifs, emportant avec eux le souvenir de ces noces magnifiques. Mais la vie du château reprend bientôt son cours normal, enrichi désormais de la présence de la jeune châtelaine qui apporte sa gaieté et sa jeunesse à cette demeure ancestrale. Béatrice s'installe dans son nouveau rôle avec une aisance qui surprend tous ceux qui l'observent. Elle participe activement à la gestion du château. Seconde dame Isabelle dans ses tâches quotidiennes. Reçoit les hommages des vassaux avec une dignité naturelle. En quelques semaines, elle devient une véritable Roqueperdrix, adoptant les traditions de sa nouvelle famille tout en y apportant la grâce méridionale de ses origines. Et maintenant, tandis que le printemps provençal épanouit ses beautés sur les remparts du château, tandis que les amandiers parfumèrent de leurs fleurs blanches et que les rossignols chantent dans les jardins, une nouvelle page s'écrit dans l'histoire de cette noble demeure. L'alliance est scellée, l'avenir assuré, la continuité de la lignée garantie par cette union bénie. Car c'est cela, la beauté de la civilisation médiévale, cette capacité à transformer les nécessités politiques en cérémonie d'une beauté saisissante, à faire de chaque étape de l'existence humaine un moment de grâce et de poésie. Dans ce château de Provence où résonnent encore les échos de la fête nuptiale, la vie continue son cours éternel, rythmée par les saisons et par l'amour, sous le regard bienveillant de Dieu et la protection des ancêtres. Dormez bien, chers auditeurs, et que ces images d'un temps révolu bercent vos rêves de leur beauté intemporelle. Si cette histoire vous a apporté la paix que vous cherchez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Dites-moi d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous.
car il y a quelque chose de magique à savoir que nous partageons ces moments de sérénité, dispersés aux quatre coins du monde, unis par les mêmes rêves de beauté et d'harmonie. Et si vous avez aimé ce voyage dans la Provence médiévale, abonnez-vous pour découvrir bientôt d'autres châteaux, d'autres histoires, d'autres époques où l'âme humaine a su créer la beauté au cœur même des temps difficiles. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les couloirs du temps.